Alain Soral. Oui, ben là, on voit bien tout le piège de ce qu'on appelle l'économisme. C'est que au départ, c'est quelque chose qui est là pour gérer la création de richesses par de la production. C'est-à-dire qu'au départ, on est dans du réel. Et puis à un moment donné, on a des mathématiques qui se mettent au service de la gestion de la production. Hein, ça s'appelle la comptabilité. Et puis à un moment donné, les mathématiques prennent le dessus. Où on en est aujourd'hui, c'est que l'économie, qui est au départ une réalité, est entièrement surdéterminée par des logiques mathématiques d'apprentis sorciers, hein, sont totalement déconnectés du réel. Alors on sait que ce glissement existe aussi dans la microphysique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut un très haut niveau en mathématiques pour comprendre l'infiniment petit, et on est obligé de sortir de ce que Bachelard appelait le chosisme, c'est-à-dire qu'on peut pas dire un atome c'est comme une orange ou des conneries, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, on passe par de l'abstraction mathématique pure. Mais là, on a le même phénomène qui s'est produit d'ailleurs à la même époque, hein, c'est à partir des années 60, où la mathématisation extrême a bouffé la réalité économique, et c'est ça le côté apprenti sorcier de Friedman et de ses petits copains, c'est qu'à un moment donné, ils vous disent oui, avec 3%, machin, truc bidule, ça va marcher. Alors que, in fine, l'économie, c'est quand même des êtres humains dans des relations réelles avec de la production, de la consommation, de la création de richesse ou pas, de l'entraide ou de la domination ou du parasitisme. Vous voyez, en fait, le réel est passé sous la domination de processus mathématiques purs qui sont devenus très très dangereux parce que si en microphysique ça n'a pas d'implication immédiate sur la vie quotidienne des gens, en économie on touche quand même à la vie quotidienne des gens et à la réalité. Et là, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose. C'est l'économie a pris le pouvoir sur le politique, ça s'appelle l'épopée bourgeoise, et les mathématiques ont pris le pouvoir sur l'économie qui avait pris le pouvoir sur le politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un monde réel qui est resté réel comme toujours, hein, avec la vie, la mort, le manger, enfin l'humanité, qui est entièrement dans la main d'un petit groupe de gens, très peu nombreux, qui pensent pouvoir faire marcher le monde et le dominer par de l'axiomatique pure, c'est-à-dire par des jeux mathématiques purs. J'ai rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Et c'est exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne. C'est tout, vous avez tout compris quand vous avez compris cette histoire. Eh ben, le grand reset, c'est qu'à un moment donné, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le phénomène de bulle, mais là, c'est la bulle des bulles, c'est qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle, ce que d'ailleurs Lénine appelait l'éternel retour du concret. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est là, parce que pour pas partir dans des, comment dirais-je, dans de l'économie, mais justement faire de la critique non économique de l'économie, c'est qu'à un moment donné, il faut revenir à la réalité, et on est parti très très loin de la réalité, et les gens aujourd'hui qui ont le pouvoir ont un pouvoir qui est un pouvoir d'usurpation, un pouvoir de délire, un pouvoir de mensonge. Le grand reset, c'est que normalement, il devrait le rendre, ce pouvoir, c'est-à-dire on se calme, on revient à la réalité des échanges, on revient à la réalité de la production, à la limite, on revient à un capitalisme productif, entrepreneurial, on revient à une réalité du marché. Or, ces gens-là, au lieu de rendre leur tablier, puisque en fait, c'est là qu'on peut reprendre des dates. En 2008, il aurait fallu faire le grand reset. Mais le grand reset, le vrai, c'est-à-dire le grand ménage, le grand retour à une réalité. Et on a continué à aggraver cette mathématisation délirante. Et en 2014, la décision qui a été prise, c'est comme maintenant c'est irréversible, et que en plus on est en danger de mort parce que ceux qui ont pris le contrôle du monde par cette escroquerie, parce que là on est bien dans des jeux d'écriture en but d'escroquerie, il y a de la spoliation, il y a du vol, parce que de l'autre côté les gens se font dépouiller quand même, faut pas oublier, parce que il faut bien qu'au bout quelqu'un paye quand même. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la liquidation de l'économie réelle des classes moyennes réellement productives et entrepreneuriales, PME, PMI, petits commerces, restaurants, etc., etc. Effectivement, le bas de laine qu'il va falloir piquer pour boucher une partie du trou, d'une certaine manière. Et ceux qui veulent piquer le bas de laine, c'est ceux qui ont monté la combine à partir de Friedman. Donc là, il faut retourner à du politique, c'est qu'on a une bande de voleurs qui nous ont arnaqués par du baratin mathématique et qui normalement devraient être chassés à coups de pied dans le cul aujourd'hui avec des réformes pour revenir à quelque chose de plus sain, qui est l'inverse de la mondialisation, on l'a compris, qui est de la c'est l'inverse de la dérégulation, de la déréglementation, de la mondialisation, de la dette. Il faut reprendre tout ça à l'envers. Et ces gens-là qui sont au sommet de cette pyramide, hein, c'est une pyramide, comme en fait ils sont démasqués d'une certaine manière, maintenant ils passent à la dictature,
Alors, dans un premier temps, pour que cette dictature soit acceptable, ils disent on est obligé de vous enfermer parce qu'il y a un virus, on est obligé de vous supprimer vos libertés parce qu'il y a des terroristes islamiques qui veulent vous égorger, on est obligé de vous empêcher de fonctionner parce que ça crée de l'empreinte carbone, vous voyez. Mais on sait très bien que toutes ces théories sont fallacieuses. Le réchauffement climatique anthropique est une escroquerie. Le virus, il y en a toujours eu et ça se gère. Donc là, on est dans la phase de gens qui, en se servant des mathématiques, je dirais, ont pris le pouvoir sur le monde. On est en train de comprendre que cette prise de pouvoir est dévastatrice et qu'en fait, c'est une immense arnaque. Et ces gens-là qui sont terrorisés d'être remis à leur place, c'est-à-dire punis, passent à la vitesse supérieure parce qu'ils ont quand même le pouvoir politique et le pouvoir, je dirais, du contrôle de l'argent. Ils sont en train, par les relais policiers, on voit très bien, ils tiennent la police d'une certaine manière, ils tiennent l'armée, et ils sont en train d'essayer effectivement, de nous enfermer et de nous empêcher de nous défendre. La destruction de la classe moyenne, c'est aussi ça, parce que la classe moyenne, c'est le potentiel révolutionnaire. Ils sont en train, par la tentative, on le verra aussi, du pseudo-vaccin, de nous détruire corporellement nos capacités de défense et de combat, de faire de nous quelque part d'un peu des zombies. Et donc, on est là, effectivement, dans une mer des batailles qui arrive, qui a beaucoup de dimensions eschatologiques. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il faut à un moment donné remettre l'économie à sa place à coup de pompe dans le cul. C'est-à-dire que je rappelle que chez les Grecs, comme dans les monothéismes qui ont fonctionné très longtemps, si on cite Aristote, si on cite les évangiles ou si on cite le Coran, rappelez que l'économie est une branche de la morale, doit être surdéterminée par les valeurs, et les valeurs, je dirais, transcendantes, et que sa place est succursale de la morale et de la gestion empathique des autres. C'est là qu'on est dans un grand virage. C'est que ce qui est remis en cause, effectivement, c'est tout justement cet économisme. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas corriger l'économie par de l'économie. La cage dans laquelle on doit remettre la bête sauvage, c'est comme ça que l'appelait Hegel, ne peut pas être faite de la même matière que la bête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a un problème là justement de philosophie. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut botter le cul de l'économiste avec de la philosophie et dire c'est bien gentil tout ça, mais c'est une épopée historique, c'est une histoire, effectivement, qui arrive un peu à son terme. Et de même qu'on a dit, on a pu critiquer les grands récits, ce qu'on appelle les grands récits, les monothéismes, les révolutions, etc. L'épopée libérale est aussi un grand récit, et c'est celui qui a tenu le plus longtemps parce qu'il était le plus habile et le plus déguisé je dirais, en sérieux mathématique. Il était soi-disant le moins idéologique, et ça aussi c'est une énorme arnaque. Et d'ailleurs, c'est toute l'arnaque de l'économiste dont on parlait tout à l'heure, c'est de dire toujours, voilà, en fonction de calculs mathématiques, la marche à suivre est celle-là, et c'est une démarche scientifique. Dès lors qu'on est dans des rapports humains, la science devient une science humaine, c'est-à-dire une science molle, qui n'a rien à voir avec la science dure. Et en dernière instance, c'est toujours des rapports de force. Et en dernière instance, il y a toujours un concept ce qui est plus qu'un concept, qui est une réalité, c'est la notion de travail. C'est qu'à un moment donné, il y a le monde ne fonctionne parce qu'il y a des gens qui travaillent, parce que malheureusement, on n'est pas dans le jardin d'Éden, et qu'il y a des gens qui travaillent, qui participent à l'effort collectif, et puis il y a des gens qui spolient, et puis il y a des gens qui exploitent. Et à un moment donné, on revient à des fondamentaux assez simples, c'est qu'on a aujourd'hui au sommet de la pyramide de pouvoir mondial des gens qui sont des parasites et des spoliateurs, qui nous mentent à coups de mathématiques, mais ça commence à ne plus marcher, et qui cherchent aujourd'hui à se maintenir par tous les moyens. Le programme du Grand Reset, c'est-à-dire le bouquin de Schwab, énonce tous les moyens par lesquels ils vont essayer de se maintenir. Et comme le disait tout à l'heure notre camarade Xavier, en réalité, ils sont très peu nombreux, ils sont vieux, il ne faut pas oublier, ce sont un petit groupe de Kakoshim, il faut regarder leur gueule, la gueule de Soros et ces gens-là, et leurs enfants, puisque là on est sur une aristocratie inversée, mais qui a joué le même rôle. Leurs enfants sont des petits marquis dégénérés, il faut voir la différence entre les fils des uns par rapport à leur père et fils Biden, vous voyez, mais aussi père et fils Enthoven. Le fils Soros, faut aller sur l'Instagram du fils de Soros. Donc en fait, on a des oligarques Kakoshim, délirants, diaboliques, avec des rejetons qui sont totalement dégénérés et servis par des gens qui sont soit des imbéciles, soit des corrompus, soit des lâches. Ce monde ne peut pas marcher encore très longtemps comme ça. Donc de toute façon, le grand reset, on va y avoir droit, mais il vaudrait mieux que ce soit pas celui qui nous prépare. Et je vois pas comment celui qui nous prépare peut durer longtemps, parce que il y a comment dirais-je, une phrase qui dit très bien les choses, c'est on peut mentir tout le temps à très peu de gens,
On peut mentir quelque temps à tout le monde, on peut pas mentir tout le temps à tout le monde. Voilà, c'est à peu près ça. Xavier Poussard, juste une remarque avant que tu prennes la parole, Xavier. Oui, toutes les remarques que vous faites là sur les mathématiques, pour ceux qui veulent illustrer ces propos, vous pouvez aller regarder le très bon film des années 90, je pense, que ça s'intitule Pi. Pi comme le symbole mathématique, Pi. Vous y trouverez beaucoup des choses que Alain a dites ce soir, je crois, de manière bien illustrée. Ensuite, vous avez parlé des Kakoshim, il y a bien sûr les Soros, mais aussi le Schwab, qui apparaît de plus en plus régulièrement avec un costume de méchant de Star Wars. On dirait vraiment un méchant de film, Xavier. Oui, alors Schwab, c'est assez drôle comme personnage d'avoir mis ce type... qui est un économiste allemand, qui a organisé dans les années 70 ce forum de Davos, qui a souvent fait rire, parce que c'est les gens qui faisaient la morale sur l'écologie alors qu'ils arrivaient tous en avion, enfin, presque un peu démodé. Je signale quand même que le dernier forum de Davos a été quand même historique, parce qu'il y a eu la menace de Soros, qui est bien expliqué que dans un contexte particulier, révolutionnaire ou très particulier, Trump pourrait pas être réélu, et puis Trump qui a, encore une fois, déclaré la guerre aux mondialistes. Alors ensuite, mettre Klaus Schwab en avant, c'est quand même étonnant parce qu'il parle anglais avec l'accent allemand, quoi. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. In short, we need a great reset. On dirait vraiment, ouais, c'est ça, on est dans Star Wars, quoi, c'est hallucinant. Alors, sur l'expression Great Reset, j'ai fait des recherches complémentaires depuis mon article pour voir, avec des bases de données assez poussées, pour voir quand remontait cette expression. Et effectivement, elle remonte à la crise de 2008 et on la voit apparaître dans des rapports d'analyse de banques dès le début de l'année 2008, je crois, de Citibank. Et ensuite, le terme, si vous voulez, est repris dans un premier livre qui est signé par un géographe new-yorkais de l'université Columbia qui s'appelle Richard Florida. Et lui, sa théorie, c'est qu'en fait, on va vers un monde où il y aura deux classes, c'est-à-dire une classe urbaine, mobile, créative et tolérante, vous voyez, dans des villes attractives comme ça, avec des gens qui ont la connaissance. Et puis, en fait, il y a les ploucs, il y a tout le reste, quoi. Et eux, à la limite, ils peuvent disparaître. During the course of this economic crisis, the rate of unemployment in manufacturing, in production work hit 14%, in construction hit 20%, in the knowledge and professional and creative jobs it's yet to hit 5%. Over the course of the next decade, we will generate another 7.5 million jobs in the knowledge, professional, and creative sector of the economy. Those jobs already account for 50% of all wages and salaries paid. These jobs are the driving economic force of our time. Et si vous voulez, c'est exactement la pensée de Laurent Alexandre. Et c'est très intéressant, Laurent Alexandre, parce qu'il succède à Attali dans la page des éditoriaux de l'Express. Et lui, c'est celui qui assume, justement, c'est plus inclusif, quoi. C'est-à-dire que vous êtes des merdes. Et il le dit quand il passe à Alix, à Polytechnique, d'ailleurs, qu'un type comme ça puisse être invité à Polytechnique, ça dépasse l'entendement. Il dit, mais vous êtes des hommes-dieux, et les autres sont des inutiles. Les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons. Et en fait, c'est ça le grand reset, c'est de dire, au bout d'un moment, mathématiquement, on n'a plus besoin de vous. Vous devez disparaître. Et là, on voit, je parlais d'organisation terroriste tout à l'heure, enfin, il y a quand même une vraie déclaration de guerre à l'humanité. Et ça, elle est officielle, elle est écrite. C'est sidérant. C'est absolument sidérant, mais on est face à cette bête. Et encore une fois, là, je vais prendre une comparaison par rapport à la chasse. Le gibier est jamais plus dangereux que quand il est touché, agonisant et sur le point de mourir. Et en fait, on est face à cette bête-là qui est en train de mourir et qui, dans son agonie, donne des énormes coups de griffe et essaye de tuer. Et voilà en face de quoi on est. Donc je dis surtout aux gens qui nous écoutent de ne pas avoir peur, de bien comprendre face à quoi ils sont, de ne pas surestimer l'adversaire, parce que comme le disait Alain, il le rappelait, c'est effectivement une bande de Kakoshim, hein, on est sur du 85 ans de moyenne d'âge. D'ailleurs, la plupart sont morts, je crois que Brzezinski est mort, Rockefeller est mort, les enfants effectivement sont des dégénérés, il reste Kissinger.
Et puis plus on va dans les générations qui suivent, moins il y a de qualité. Et puis il y a une reproduction. Là, on voit Blinken, qui est nommé secrétaire d'État, il me semble, de l'administration Biden. C'est le fils, non, c'est le gendre de Samuel Pisar, qui était déjà le conseiller de Giscard. Enfin, vous voyez, on est dans un truc qui est complètement de reproduction par le sang, sans aucune légitimité, parce que l'ancienne génération, à la limite, qui était arrivée, je dirais, à son apogée avec le monde unipolaire et la fin de l'histoire en 1990, c'était des gens qui, si vous voulez, étaient issus quand même de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, ils avaient un vécu, malgré tout. Ils avaient un vécu. Or là, c'est des gens qui... Il faut voir Nicolas Begruen, qui se prétend être le successeur de Soros. Enfin, en plus, ces gens-là ont des Instagrams, si vous voulez. Ces gens-là existent, ils ont des identités, ils ont des Instagrams. Vous allez sur leurs Instagrams, vous regardez leur vie. Mais enfin, vous êtes effondrés. Ils sont effondrant de nullité, quoi. Donc, je dis aux gens de vraiment garder l'espoir et de continuer à travailler sur tout ça. Vous vous levez le matin, vous travaillez, même si on vous empêche de travailler, bah, vous travaillez. Et puis, ils tiendront pas longtemps, voilà. Xavier, merci. On va donner la parole quelques instants à Yann Purdom, directeur de l'antenne de RFM. Yann? Oui. Vous parliez tout à l'heure de Davos, là, ce club millionnaire d'où est partie en fait cette idée du Grand Reset. Ce qui est intéressant, en fait, je pense, c'est que, comme je l'ai expliqué, donc la création monétaire là qu'on a vécue nous fait passer de crise en crise. Donc, il y a eu la crise de la bulle Internet. Ensuite, il y a eu la crise des subprimes, la crise des dettes souveraines, avec la crise de la zone euro. Maintenant, on arrive vraiment un peu à la crise terminale du dollar qui s'annonce. Et en fait, n'importe quel économiste un peu posé et puis honnête verrait que finalement, la solution simple pour sortir de cette fuite en avant, ce serait de dégonfler les bulles, quoi. Cette énorme bulle de crédit qui s'est créée et de rentrer en déflation, qui permettrait finalement que l'économie soit plus saine et qu'on puisse effectivement repartir sur des bonnes bases. Mais cette élite de Davos n'en veut pas. Pourquoi? Parce que effectivement, ce sont des gens qui se sont formidablement enrichis sur cette création monétaire. Ils sont tous multimilliardaires. Et donc, bien sûr, une déflation, pour eux, c'est une division par 10 de leur richesse. Donc, je ne pense pas que ce soit une option possible pour eux. Et donc, ce sont quand même des gens lucides et pragmatiques. Et bon, ils sentent bien quand même que politiquement, la situation est plus tenable, hein. Il y a eu l'élection de Trump, le Brexit, le mouvement des Gilets jaunes qui ont fait quand même l'effet d'un électrochoc. Dès lors, un peu comme dans les années 70, quand il a fallu tuer Bretton Woods, ils réfléchissent à un nouveau cadre, un nouveau paradigme, en fait, qui pourrait donner du sens à la situation. Lorsqu'on parle de l'économie, il faut bien entendre que l'économie, c'est vraiment la science de la justification des inégalités et de l'injustice. Et donc, c'est là, si vous voulez, qu'arrive cette fameuse théorie monétaire moderne qui nous est vendue avec le Great Reset et qui va jouer justement ce rôle, un peu le rôle qu'avait joué le monétarisme dans les années 70 pour permettre finalement de changer de paradigme. Qu'est-ce que c'est que la TMM, cette théorie monétaire moderne ? On peut dire pourquoi la TMM, c'est le prolongement du monétarisme, parce que finalement, la TMM remet en cause la notion de déficit et de dette, et c'est pour ça que partout maintenant dans les journaux, vous pouvez voir éclore des sujets comme faut-il rembourser la dette, est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans une dette perpétuelle. Donc, il faut bien comprendre que tout ce questionnement-là, en fait, tout ça, c'est l'introduction de la TMM dans le débat, en fait, de dire que finalement, un État, ce n'est pas une entreprise ou un ménage et qu'il n'a plus besoin de collecter l'argent par l'impôt pour fonctionner. Il peut accumuler les dettes sans contrainte sur ses capacités fiscales et sans être soumis au risque de défaut. Et donc, par ses dépenses, il alimente en monnaie l'économie. On est encore dans le prolongement de Friedman parce que finalement, on est toujours dans cette idée où on peut inonder l'économie de monnaie avec une justification théorique. Donc, quand Friedman a pris le pouvoir, ils nous l'ont joué, ils ont essayé de séduire l'électorat conservateur WASP en se faisant passer pour des libéraux durs. Et puis là, maintenant, ils nous refont le coup avec donc cette Sandy Kelton qui est la papesse en fait de la TMM qui a sorti un bouquin là cette année, qui était conseillère économique de Bernie Sanders en 2016 et en 2020. Ils essaient de nous réintroduire cette théorie avec la gauche, du moins avec le courant démocrate progressiste. Et donc, on voit éclore aussi des sujets comme le revenu universel. Donc, le revenu universel, bien sûr, au-delà du fait que ça permet d'avoir un contrôle total sur la population, puisqu'on peut vous couper le robinet quand on veut. Il faut bien comprendre que dans la tête des ingénieurs du Grand Reset, le revenu universel se mariera avec la technologie blockchain, donc la mise en place de la monnaie digitale pilotée directement par les banques centrales. Et donc, les banques centrales auront un accès direct sur votre compte. Ça permettra, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de piloter la politique monétaire de manière beaucoup plus directe, puisque les écueils que j'ai soulignés tout à l'heure concernant le monétarisme, quand j'expliquais que la Banque centrale
pouvait pas interférer directement sur l'économie réelle puisqu'elle a été obligée de passer par les banques. Bon, ben là, les banques sautent. C'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, les banques vont être sacrifiées. On voit que les banques sont très mal, notamment les banques françaises, et que je pense pas qu'il soit prévu de les sauver. Donc, je pense que les banques vont être sacrifiées sous l'autel du Great Reset pour finalement laisser aucun intermédiaire entre la Banque centrale et les ménages et les entreprises. Ça permettra donc à la Banque centrale de contrôler directement la masse monétaire et donc par la technologie blockchain pourra contrôler la vélocité, créditer ou débiter votre compte selon ses impératifs de politique monétaire. Par exemple, je crois qu'il y a peut-être d'autres arrière-pensées. Je pense que là c'est sûr que vous avez raison, il y a un contrôle direct de la Banque centrale sur la monnaie. Mais est-ce que ce n'est pas plus simplement que ça, la mise en place d'une sorte d'esclavage par le contrôle de la blockchain qui vous permettra qui permettra aux banques centrales de contrôler finalement tous les achats, tous les paiements, enfin toute la vie économique de tout le monde en fait, Alain Soral. Oui, une fois de plus, il faut essayer de prendre un peu de hauteur. Et en fait, il y a une logique qui apparaît, qui est quand même assez simple, parce que le principe d'une équation, c'est qu'elle doit tomber juste, quoi. C'est-à-dire que ça doit faire zéro, ça doit s'équilibrer. On voit très bien qu'il y a une fuite en avant de la dette, et que là, d'ailleurs, le confinement oblige en fait la classe moyenne entrepreneuriale, qui, je le rappelle, sa caractéristique, c'est d'être propriétaire de ses moyens de production. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Les propriétaires de ses moyens de production, c'est pas le salariat, hein. Salariat, il n'est pas propriétaire de ses moyens de production. La classe moyenne, c'est spécifique, propriétaire de ses moyens de production. C'est-à-dire que c'est ce qui correspond réellement à l'économie libre et à l'économie d'entreprise. Et voilà, on les pousse à s'endetter à mort auprès des banques pour ne pas crever, hein, les restaurants, les PME, les PMI, en les empêchant de travailler. Et une dette, c'est toujours une hypothèque. Moi, c'est énorme. 4 semaines de chiffres qui ne rentrent pas, c'est énorme. On a beau repousser les crédits, etc. Ils seront là, hein. Ce n'est pas des cadeaux, hein. Aujourd'hui, on ne nous fait pas de cadeaux, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que va leur proposer le système ? On vous annule votre dette. En l'échange de quoi on vous spolie de tous vos biens, puisque vous en avez, hein. Donc on voit bien, c'est pour ça qu'on peut parler d'une sorte d'URSS à l'envers, mais qui n'a pas besoin d'un complot communiste, hein. C'est que ça s'appelle la concentration maximale du capital. Il faut quand même reprendre un peu de recul et comprendre les logiques de ces mécaniques. Donc, aggravation de la dette par le confinement délirant, répété, systématique, annulation de la dette contre spoliation du bien, hein, en l'échange de quoi ? Revenu universel. Et pourquoi cette réforme, il faut comprendre qu'elle passe par la gauche et que c'est pas du tout du fascisme, entre guillemets. Enfin, c'est du fascisme qui passe par la gauche. Parce que tous les gens de gauche qui sont souvent des salariés de l'inutile, animateurs sociaux, étudiants inutiles, ce qu'on appelle animateurs du procès de consommation, ils vont trouver ça très bien parce qu'ils n'ont pas de biens. Donc, on va rien leur prendre à eux. Et ça va nous être vendu par la gauche au nom de l'égalité, de la solidarité, de la fin à la fois de la logique de l'argent, ce mot qui résonne toujours négativement dans la gauche, et aussi de la fin de l'idéologie du travail. Parce que d'une certaine manière, l'entrepreneur qui se levait tôt le matin pour bosser, pour se faire un patrimoine, sera déclaré comme c'est un mauvais joueur, et de toute façon, il est détesté par le gauchisme. Ça veut dire que là, on a un fascisme qui arrive par la gauche, ce qui est quand même donc un front renversé, hein. Ça me rappelle un peu la ligne Maginot, vous savez. Les gens sont sur la ligne Maginot, ou le rivage des Sirtes, et puis ça arrive par derrière, quoi, hein. C'est-à-dire que on voit très bien pourquoi le gauchisme a été alimenté et poussé à bout de bras par le grand capital, parce que le grand capital, pour faire son grand reset, va se servir du gauchisme, comme il va se servir d'ailleurs de l'écologie, et que tout ça va être fait au nom du partage, de la fin de l'idéologie du travail. Rappelez-vous Lafargue, hein, le beau-fils de Marx. Finalement, le revenu universel, même un con comme Chouard est pour, hein, je veux dire, tous ces gens-là vont abonder. Ça va montrer du doigt finalement l'entrepreneur comme un emmerdeur qui veut s'enrichir, qui veut faire bosser les autres, etc. Et finalement, une fois de plus, le pouvoir bancaire sera masqué par cette guerre déclarée à la classe moyenne. Rappelez-vous Arlette Laguillet, employée de banque, qui parlait tout le temps de patrons et de travailleurs. Ce qui prouve d'ailleurs qu'on ne peut pas se passer de travailleurs dans les entreprises, mais les patrons, on peut très bien s'en passer. Il n'y avait jamais le mot banquier dans l'histoire, alors qu'il y a très longtemps que le capitalisme bancaire a pris le pouvoir sur le capitalisme entrepreneurial, hein. C'est l'enjeu d'ailleurs du fascisme, hein. C'est l'enjeu des années 30, hein, de savoir qui va gagner cette guerre entre bourgeoisie entrepreneuriale et bourgeoisie bancaire, hein. C'est ça l'histoire des années 30, quand on veut bien l'étudier sans passer par le catéchisme officiel, hein. Donc là, on a bien actuellement encore stratégie d'aggravation de la dette. Derrière, déjà programmé, proposition d'annulation totale de la dette contre quoi ? Spoliation des biens. C'est-à-dire que là, il y a toujours pareil. On vous annule quelque chose qui n'existe pas, qui est des mathématiques.
c'est-à-dire l'argent dette, de prêts d'argent qu'on a fabriqués, contre quelque chose qui existe, le travail, l'épargne, les biens de gens qui ont travaillé pour accumuler ça. PME, PMI, restaurateurs, petits commerces, c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. Et revenu universel, effectivement, entièrement monnaie numérique, qui vous sera attribué en fonction de critères moraux. On vous dit comme les Chinois, mais les Chinois, ils sont pas partie prenante dans l'histoire. Les logiciels qui sont déjà en place pour gérer tout ça sont israéliens, je vous le rappelle. Et ça ne sera pas la technologie chinoise. Les Chinois, c'est un monde, c'est pas le nôtre. Là, on parle quand même du monde occidental et surtout de l'Europe qui va être le dindon de la farce de tout ça. Donc aujourd'hui, on a une guerre à mort qui est engagée contre en fait la classe révolutionnaire, qui est la classe moyenne. Et c'est ce qu'on appelle une guerre préventive. Rappelez-vous que la guerre préventive, c'est Esther, c'est déjà dans l'Ancien Testament, et c'est aussi Kouchner, les French Doctors, la nécessité de l'ingérence humanitaire, vous voyez ? Le devoir d'ingérence, puis le droit d'ingérence. Et en fait, ce qui est en train d'être mené en ce moment, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut prendre de la hauteur sur l'économie. L'économie, c'est pour les couillons. Moi, je fais de la philosophie et je fais de la critique de l'économie politique. On est en train de déclarer une guerre préventive à la classe moyenne, parce que la classe moyenne est la classe révolutionnaire, et c'est la classe qui pourrait mettre dehors la bande à Soros ou la bande à Friedman. Voilà. Donc on est en train de tuer d'abord l'économie réelle, c'est-à-dire qu'on est quand même toujours dans la même logique que l'économie purement virtuelle incarnée par BlackRock mène une guerre à mort contre l'économie réelle, puisqu'elle se nourrit, il ne faut pas oublier. Il y a un braquage derrière les habillages mathématiques, il y a quand même réellement une spoliation, il y a un vol, il y a des gens qui sont de plus en plus pauvres, des entrepreneurs qui font faillite dans les 5 ans, et puis des entités financières qui ne produisent rien et qui, à un moment donné, maîtrisent une masse de monnaie qui leur permet d'avoir un pouvoir total par la corruption sur le politique. Il ne faut pas oublier quand même qu'en dernière instance, tout ça est une histoire de pouvoir. C'est le pouvoir de la corruption. En ce moment, il va falloir parler aussi de ce qui se passe aux États-Unis avec le coup d'État. On en parlera probablement dans une autre édition ou dans les bonus. Xavier ? Sur le revenu universel, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Nous, à fait les documents, on essaye toujours de voir les signaux faibles en regardant des documents internes à certains cercles de pouvoir et au revenu universel qui se cache derrière ce qui s'appelle l'économie du bien-être ou l'économie sociale et solidaire, enfin toute cette novlangue est quelque chose d'absolument central, c'est-à-dire la fin de la valeur travail. Et ça, dans l'équation, c'est au bout d'un moment qui produit, quoi. Et alors on nous explique, oui, alors ça va être des robots. Enfin tout ça paraît extrêmement délirant, quoi. C'est des gens qui sont rationnels mathématiquement sur le papier, comme le disait Alain, mais si vous voulez, la retranscription dans le réel ne colle jamais. Et en fait, le réel ne répond plus, quoi. Ça me fait penser à un roman écrit il y a quelques années par Jean-Christophe Ruffin, qui a été, je crois, également ambassadeur de France sous Sarko, si je ne me trompe pas, qui avait écrit un charmant roman sur le mondialisme, justement, qui s'intitulait Globalia, où il y a beaucoup de thématiques qui sont réapparues depuis cette histoire de Covid-19, depuis cette affaire aussi de Grand Reset, qui, je le rappelle, n'est pas une théorie conspirationniste. Le Grand Reset est en train de se mettre en place sous nos yeux. Oui, Xavier. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, et c'était la première chose que je voulais préciser. On a écrit dans notre article publié sur Égalité et Réconciliation et dans notre dossier que le Grand Reset avait été annoncé le 3 juin. Or, en faisant d'autres recherches, je suis tombé sur une dépêche de la Deutsche Presseagentur, c'est-à-dire la FP allemande si on veut, qui annonce justement dès le 23 janvier, c'est-à-dire lors du forum de Davos, il n'y a pas encore de pandémie mondiale, il n'y a encore rien, personne n'a encore entendu parler du Covid, c'est-à-dire pour l'instant c'est quelque chose de purement chinois. Et dès le 23 janvier, qui est déjà le jour où est annoncé le programme de vaccination mondiale, le 23 janvier, c'est-à-dire on est 3 mois avant le premier confinement. Ils annoncent le Grand Reset et ils annoncent le programme de vaccination mondiale. Autre chose, et pour revenir sur l'histoire de numérologie de Christine Lagarde, en fait, j'ai compris en voyant cette dépêche que la date du 3 juin avait été choisie pour quelle raison ? Parce que dans leur numérologie à 2 balles, ça donne 666, 3 x 6, 666, et voilà. Et c'est pour ça que ça a été annoncé le 3 juin, aussi bêtement. Donc en même temps, on est dans quelque chose d'infantile, quoi. C'est minable. C'est ça qui je veux vraiment insister là-dessus, parce que je vois beaucoup dans les commentaires des gens qui sont désespérés. Par exemple, je vois le cuistot de la télévision étoilée basque. Lui, par exemple, quand j'écoute ses interventions médiatiques... Monsieur Etchebest.
Voilà, on a toujours l'impression qu'il fait tout, mais pourquoi, alors que j'ai tout fait, le gouvernement m'autorise pas à ouvrir? Ben oui, on a tout fait. Comme de bons élèves, on a fait tout ce qu'on nous a demandé pour arriver à quoi? À une fermeture. Donc c'est génial. Tu vois, donc il y a quand même beaucoup de gens, alors peut-être qu'il fait ça parce qu'il est à la télé et que bon, il a des contrats aussi, je sais pas, mais bon, je pense malgré tout que beaucoup de gens n'ont pas encore conscience de la chose, et ceux qui ont pris conscience sont confrontés à des gens qui, eux, n'ont pas pris conscience. Et bon, il faut quand même garder, être pessimiste dans l'analyse et optimiste dans l'action, et je pense que ça c'est absolument central, et comprendre que nos adversaires sont dans des opérations de guerre psychologique. Alain? Oui, important quand on voit le côté un peu guignolesque de tout ça, revoir sur Internet, puisque tout ça est accessible sur Internet. Alors, je précise déjà que le Grand Reset n'est pas un délire complotiste, puisque c'est un livre qui s'appelle Covid-19, le Grand Reset, qui est co-signé par Schwab et qui est même traduit en français. Donc, en fait, c'est un programme avec un agenda. Donc, de dire que c'est un complot, c'est juste un mensonge de l'oligarchie et des médias qui travaillent pour eux. Mais en fait, il n'y a pas de discussion là-dessus, puisque c'est un programme avec un agenda et vous pouvez l'acheter d'abord en anglais et même maintenant traduit en français sur Amazon. Voilà. Donc, et vous le lisez et puis vous verrez que tout est bien dedans. Alors après, ce qui est marrant, c'est que je suis retourné voir la vidéo de Lagarde qui est sur YouTube. Il y a encore des trucs sur YouTube. Et ce qui est marrant, c'est que Christine Lagarde, qui est la patronne du FMI à ce moment-là et qui est donc à Davos, fait un espèce de numéro de numérologie à base de 7. 7, 7, 7, le grand reset. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years. Et donc, on se dit, c'est marrant de faire de la numérologie comme ça pour initier, mais c'est quand même accessible sur Internet. Donc, on voit bien que là, pour ceux qui ont vu le film Pi dont tu parlais tout à l'heure, qu'il y a tout un arrière-monde de numérologie kabbaliste qui peut être assez effrayant, parce qu'on voit qu'on est quand même chez des gens qu'on croit être des gens rationnels qui se servent des mathématiques, mais en fait, non. Les mathématiques sont surdéterminées par quelque chose de totalement ésotérique et de magique, et même de ce qu'on peut appeler de diabolique. Et si vous regardez maintenant le forum de Davos, qui s'appelle Forum économique mondial, vous allez voir que les 3 O qui sont dans un cercle sont reliés par un arc qui fait que ça fait 666. Donc on a en permanence des gens qui s'amusent à mettre de la numérologie. On n'est pas dans le délire complotiste, c'est eux-mêmes qui mettent en scène ce genre de code, ce genre de message codé. Alors, est-ce qu'ils y croient ? Est-ce que ça les amuse ? Mais en tout cas, chaque fois qu'on cherche ce genre de signe, ils n'arrêtent pas, ces dingues là qui ont pris le contrôle du monde, ils n'arrêtent pas de jouer à ça. Voilà. Et est-ce qu'ils rigolent tant que ça ? Ou est-ce que finalement on est tombé chez des gens qui sont effectivement des apprentis sorciers et qui sont, là on a une logique maçonnique, des gens qui en fait se déclarent profondément anti-chrétiens et sont dans une logique prométhéenne. Là on pourrait demander à notre ami Stéphane Blais, qui a été un ancien initié maçonnique, de voir que les hauts gradés de la franc-maçonnerie, effectivement, se réclament de Lucifer, qui est pour eux un émancipateur de la loi naturelle. La loi naturelle, c'est respecter certaines limites que Dieu nous donne, et ces gens-là, effectivement, sont hors limite. Les mathématiques et la mathématisation de l'économie leur a permis d'ailleurs d'accéder à du hors limite, mais c'est du hors limite temporaire, c'est de la bulle. Donc on voit bien que tous ces sujets, toutes ces manières d'aborder la chose de manière très, très réaliste ou de manière assez magico-délirante fusionnent aujourd'hui dans un espèce de moment là, dans lequel on est, qui s'appelle le projet du Grand Reset, dont on peut faire une lecture totalement matérialiste, les contradictions de la dérive du capital, ou totalement, je dirais, religieuse, avec quelque chose qui a à voir avec l'antéchrist. Vous voyez, tout ça en ce moment converge, et fait sens, et c'est pour ça que ça peut être assez effrayant, et en même temps, il y a toujours cette ambivalence, c'est assez effrayant, puis aussi assez ridicule en même temps. Quand on voit, regardez Christine Lagarde faire son numéro de numérologie en 2014, on voit quand même une espèce de bonne femme, on l'imagine première de la classe, un peu vieille fille, un peu moche, avec une vie privée un peu triste, et qui d'un seul coup s'est fait un peu prendre le cerveau par son psy d'une certaine manière ou par quelqu'un qu'elle consulte. Vous voyez, comme certains peuvent être dans le sadomasochisme sexuel, et on a l'impression que ces gens-là sont en fait totalement perdus. Alors après, effectivement, on peut dire Dieu les a abandonnés ou ils ont abandonné Dieu, et on a des gens qui sont à la fois des dingos, des paumés, un peu des monstres, et qui sont en train de nous amener
à quelque chose de très, très inquiétant. Et là, je rappellerai, quand on regarde les films des années 70 de science-fiction, qui étaient très souvent dystopiques, hein, c'est le mot à la mode, je me rappelle de Soleil Vert, vous voyez. On est un peu dans Soleil Vert. Et je vous rappelle que Soleil Vert est un film américain qui montre quoi? Qui montre l'Amérique, qui montre pas l'URSS. Là, je refais encore à nouveau remarquer qu'il n'y a pas besoin de passer par le communisme, l'URSS, et que même quand on voit ce qui est devenu la Russie aujourd'hui sous Poutine, elle a renoué avec l'orthodoxie, elle a rompu totalement avec ce matérialisme soviétique. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt du côté de Cromwell qu'il faut aller voir, c'est plutôt du côté d'Amsterdam, de Londres, de New York, hein, c'est plutôt du côté, on va dire, de l'Occident judéo-chrétien qu'il faut aller voir le problème. Notre ami Yann, tout à l'heure, nous citait les noms des apprentis sorciers de la nouvelle économie. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de catholiques là-dedans, et ça pourrait peut-être nous amener à la transition sur Trump et l'élection américaine, sans doute. Très bien. Alain, merci beaucoup. Xavier, merci infiniment pour ces échanges très riches. On se retrouvera la prochaine fois pour un nouvel épisode de Le Grand Reset ou Le Grand Ménage, toujours avec Alain Soral, Xavier Poussard de la rédaction de Faits et Documents, et un invité que je me réserve de vous communiquer ultérieurement.